Oui, votre intervention a amené beaucoup d'air frais pour nous, mais en même temps, elle est extrêmement perturbante. Pour la simple raison, c'est qu'on a la loi, on a le SCOT, et on fait en sorte de mettre en place un PLUI. Mais derrière ça, c'est règles, règles et règles. Donc, si vous voulez, votre intervention d'un côté nous dit il y a sans doute des choses à faire, mais dans les démarches de PLUI, par exemple, et le SCOT aussi, mais le PLUI tout particulièrement, on est dans une démarche où il doit y avoir une stratégie générale. Stratégie générale veut dire quand même quelque chose d'extrêmement normé. Et c'est vrai qu'on est dans une période où, d'un côté, je dirais la suite de la révolution industrielle, du développement du capitalisme, des normes qui se sont mises en place de plus en plus, crée des cadres qui sont tellement contraignants que, si vous voulez, votre intervention, en effet, est très perturbante. Pour la simple raison, c'est qu'on se dit, mais comment on peut faire Et c'est vrai que lorsqu'on a des réunions au SCOT, on s'aperçoit déjà des problèmes qui se posent, parce qu'entre les règles qui sont arrivées de là-haut, entre guillemets, de l'État, qui souvent d'ailleurs une démarche qui s'applique au monde rural, mais qui est très urbain dans sa démarche initiale. Complètement. C'est-à-dire qu'on essaie d'appliquer ce qu'on fait en ville ailleurs. Si vous voulez, dans le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que l'évolution, par exemple due au Covid, fait qu'une partie de certaines analyses qu'on avait qui nous paraissaient absolument linéaires vont peut-être être mises en cause. C'est-à-dire on est les uns et les autres en train de s'apercevoir qu'il y a un mouvement de population qui n'était pas automatiquement attendu. Donc tout ça est perturbant. Perturbant par l'histoire qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux, qui là aussi, comme vous dites, est extrêmement rapide. C'est-à-dire ce qui se faisait sur 10 ou 20 ans, maintenant on peut très bien voir une évolution en quelques années, voire quelques mois. Et c'est perturbant parce que comment on va faire avec cette accumulation de règles que nous avons. Mais c'est vrai que votre intervention donne un peu d'air frais, même beaucoup, mais comme vous venez de Nantes et c'est l'océan Atlantique qui arrive. Elle n'est pas loin de chez vous non plus, me semble-t-il. Alors, cette évolution de population qu'on n'a pas vu arriver, c'est parce que aussi, il faut dire que l'INSEE ne fait rien pour vous le donner à le voir. Comment dire ? Si on regarde le rapport entre la population française et le territoire, à travers les surfaces des communes, qu'est-ce qu'on voit ? Ça, c'est Magali Talandier qui l'a montré, elle est de Grenoble, elle a montré ça en 2016. On a des recensements depuis 1801. De 1801 à 1851, on est sur un peuplement paysan, une population assez diffuse dans l'espace, relativement stable. De 1851 à 1968, on voit un phénomène de concentration de la population française dans l'espace. Donc, pendant un siècle, on a un phénomène, un peu plus d'un siècle, un phénomène d'urbanisation qui est net. Mais depuis 1968, c'est le moment où les villes sont le plus denses. De 1968 à 1990, ce qui est dense se dessert. Ce qui est très peu dense, le rural, continue à connaître l'exode. Donc on peut dire, 1968-1990, on est plutôt dans un contexte de périurbanisation. Mais depuis 1990, en France, il n'y a plus aucun phénomène de concentration. Au contraire, tout se dessert. C'est-à-dire que même les coins les plus paumés, les moins denses, alors je ne dis pas toutes les communes, etc., mais se repeuplent. Aujourd'hui, le savez-vous, les endroits qui se dévitalisent, c'est le nord-est de la France. Parce que c'est là où il y a l'exode. Mais sinon, il y a des campagnes qui perdent des habitants, mais elles ne perdent pas des habitants parce que les gens ne viennent pas, elles perdent des habitants parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées et pas beaucoup de jeunes. Donc c'est le bilan naturel qui plombe, mais ce n'est pas le bilan migratoire. Donc l'exode rural est vraiment à classer dans les archives de l'histoire. Alors pourquoi l'INSEE ne nous le raconte pas plus que ça ? Parce que l'INSEE vit dans, c'est mon interprétation, et peut-être il y a des gens de l'INSEE qui ne sont pas contents de l'entendre, mais l'INSEE est dans une idéologie, l'idéologie de l'ère de la modernité. Et qu'est-ce que c'est que cette idéologie de l'ère de la modernité ? C'est de dire qu'un grand pays développé, c'est un pays urbanisé, et que ce sont les grandes villes, ça c'est la théorie de la métropolisation, ce sont les grandes villes qui tirent le développement. Alors les statistiques de l'INSEE sont faites pour nous montrer ça. C'est-à-dire que l'INSEE, par exemple, elle a mis les grands pôles urbains pour l'INSEE, c'est 10 000 emplois.
10 000 emplois, un grand pôle urbain. Vous vous dites, oui, 10 000 emplois, grand pôle urbain. Je vais vous prendre un exemple. En 2018, je me rappelle parce que c'est à côté de chez moi, la finale de la Coupe de France de football, c'était Paris Saint-Germain contre les Herbiers. Pour n'importe quel kidam, pour les présentateurs, pour les footballeurs, pour tout le monde, pour nous, c'était une très grande ville qui s'oppose à une petite ville. Les Herbiers, il y a 15 000 habitants, c'est une vraie petite ville. Les deux sont des grands pôles urbains pour l'INSEE. Vous comprenez que pour l'INSEE, un grand pôle urbain, ça commence à 10 000 emplois, grosso modo, c'est une petite ville, je ne sais pas, ici, j'ai pas de notion, mais chez nous, il y en a plein de petites villes comme ça. Les Herbiers en Vendée, il y en a énormément. Donc en fait, grosso modo, toute la nature urbaine est dans les grands pôles urbains. Donc comme ça, évidemment que ce sont les grands pôles urbains qui tirent le développement en France, puisqu'il y a toute la nature urbaine dedans. Et deuxièmement, les aires urbaines. Les aires urbaines, une aire urbaine, pour être dans une aire urbaine, il faut que 40% des actifs aillent travailler dans le pôle urbain. Alors le pôle urbain, ce n'est pas Bordeaux, hein. C'est Bordeaux et toutes les communes mitoyennes, donc c'est une grande agglomération. 40%, donc 40% des actifs. Les actifs, c'est 40% de la population, donc 40% de 40%, ça fait 16%. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont choisi 40% ? On pourrait dire... Ils auraient pu choisir, si 50% de la population va travailler dans le pôle urbain, évidemment, là, on peut dire que la majorité y va. Pourquoi ils ont choisi 40 ? C'est un professeur de l'Université d'Avignon qui l'a dit tout à fait officiellement dans un colloque. Il a dit, ce critère de 40% a été choisi pour des raisons idéologiques, c'est qu'il fallait que la France ait au moins 75% de population en aire urbaine, si ce n'est 80%, pour apparaître comme un grand pays développé, puisqu'un grand pays développé ne peut pas avoir moins de 75% de population urbaine. Donc, si j'ose dire, le Covid ne fait que rendre médiatique, parce que là, ils ne peuvent plus le nier, mais ne fait que rendre médiatique un processus de redistribution historique de la population dans l'espace, c'est-à-dire que la modernité, c'est fini, on est dans un autre peuplement. Sans doute que la grande ville motorisée est une forme historique de notre façon d'occuper le monde. Moi, je pense que dans le monde du futur, les villes moyennes, les petites villes, voire les campagnes, ont de beaux jours devant elles. Une question pour savoir ce qu'on s'est présenté tout à l'heure. Dans votre livre, on n'en a peut-être pas trop parlé ce soir, vous insistez sur un phénomène qui me semble intéressant, c'est de dire, finalement, on se projette toujours à se dire il faut qu'on soit attractif, qu'on est toujours un peu dans ce syndrome de l'exode rural, et de se dire il faut qu'on attire du monde dans nos campagnes, et donc on se projette sur qui on pourrait attirer, et comment on pourrait attirer, avant de s'occuper peut-être des gens qui sont là et qui, comme vous dites, habitent mal le territoire. Vous pouvez développer ça un petit peu ? Oui, aujourd'hui, en fait, l'aménagement est... moi, j'appelle ça la société de Prométhée. Prométhée, c'est vraiment le symbole. Prométhée, il a volé le feu aux dieux, puis il donne aux hommes, et les hommes, enivrés de cette puissance, se prennent pour des dieux eux-mêmes. Ils veulent toujours plus. On est dans une espèce d'hubris, toujours plus, toujours plus. Et donc, nous faisons du passé table rase. Donc, en fait, l'aménagement est toujours l'invention d'un futur. Donc on fait des habitations pour des futurs habitants, on fait des zones industrielles pour des futurs entrepreneurs, on fait ceci pour des futurs touristes. Mais le futur, demain ne vient jamais, le futur est une ligne d'horizon qui se pousse au fur et à mesure qu'on avance. Donc on est toujours en train d'aménager pour des gens en fait qui ne sont pas là. Et on ne pense pas nécessairement aux gens qui sont là. Et donc, il me semble que moi, l'aménagement de demain, plutôt que d'être dans une perspective d'un aménagement pour des lendemains qui chantent, je pense qu'il faudrait mieux être dans la perspective d'un présent qui chante pour des habitants qui sont déjà là, qui investissent leur argent, leur affection, leur temps dans le territoire et qui ont assez peu de considération. On le voit, dès qu'il y a des changements, les gens qui sont à côté ne sont pas très contents de leur cadre de vie. Ça peut se comprendre. Alors, il y a un débat commun à organiser parce qu'on ne peut pas non plus se figer, c'est pas ça. Mais quand même, d'une façon générale, l'aménagement est toujours orienté vers un futur pour des gens qui ne sont pas là, pour des entrepreneurs qui n'habitent pas là, pour des touristes qui ne sont pas encore arrivés. Mais par contre, je pense qu'on ne réfléchit pas assez l'aménagement pour les gens qui sont là, pour les véritables habitants du territoire.
Alors peut-être c'est un petit peu excessif, mais enfin, il y a un peu de ça. C'est-à-dire, pourquoi on est toujours dans un futur? Et plutôt que de penser à l'attractivité, moi je propose comme mot la vitalité. Parce qu'être attractif, pour qui, pourquoi? Par contre, la vitalité d'un bourg, ça c'est désirable. Puis l'attractivité, vous savez, c'est un piège. Moi, dans la région nantaise, il y a des taux d'attractivité, enfin des taux de croissance qui sont exorbitants. Et les gens veulent toujours être attractifs, mais je dis, mais on est sur du 1,5% par an, mais êtes-vous fou, en fait? Êtes-vous fou pour vouloir être plus attractif? Mais le niveau d'attractivité, d'arrivée de population, on arrive déjà à peine à le digérer, à l'intégrer. Comment voulez-vous encore être attractif? Qu'est-ce que ça veut dire vouloir être attractif en fait? Alors que de soutenir une vitalité, c'est-à-dire la vie écologique, la vie sociale, la vie économique, soutenir la vie qui est présente. Ça me paraît être un projet probablement plus raisonnable. Oui, et puis je vous le dis aussi, moi j'habite dans une campagne, on va dire métropolitaine, vous voyez. Les campagnes métropolitaines, ce sont les campagnes aujourd'hui, on va dire, elles ont tous les indicateurs économiques de l'ère de la modernité au vert. Tout va bien, en apparence. Il y a plus de monde, il y a plus d'argent, il y a plus de voitures, il y a plus de tout, il y a plus, on est super, c'est super. Mais c'est pas là que s'invente le futur. Et je le dis souvent aux gens de l'Ouest. Les gens de l'Ouest, de ma région, là, plutôt nord-ouest, ils sont sortis de ce qu'ils pensent être la misère, enfin, les baby-boomers estiment être sortis de la misère grâce à la modernité. Donc ils adorent la modernité. Ils adorent c'est propre, c'est pratique, c'est fonctionnel. Ils adorent goudronner. Il faut que ça soit propre. Mais c'est beau, c'est sain, c'est authentique, ils ne comprennent pas ce que c'est, ça ne les intéresse pas parce qu'ils sont persuadés que de toute façon, là, ils ont tout compris et qu'ils sont les winners du moment. Je raconte l'histoire suivante. Vous voyez la Vendée, vous imaginez la Vendée. En 1945, la Vendée, c'était vraiment un des territoires les plus paysans avec sans doute le Finistère et tout ça. Donc c'était très paysan, une petite paysannerie qui ne se mécanisait pas du tout. Il y avait tellement de jeunes, tout ça. Bon, ça désespérait Paris. Vous savez peut-être que l'État a organisé des migrations des paysans de l'Ouest vers les terres dépeuplées de la Garonne. C'est comme ça qu'il y a des Joussaumes, qui sont plutôt de Vendée, qui sont arrivés dans le Gers et tout ça. J'ai vu qu'il y avait des Valérie Joussaume ou une Valérie Joussaume dans le coin. Donc, ils ont organisé, ça désespérait Paris, parce qu'ils étaient complètement en retard. En 2017, l'industrie vendéenne a lancé une opération Bienvenue aux Ch'tis, parce que ça fonctionne tellement qu'il manque de main-d'œuvre, et donc ils vont embaucher les chômeurs du nord de la France. Je leur raconte toujours ceci. Imaginez qu'en 1945, moi je sois venue faire une conférence en Vendée en disant, voilà, dans 70 ans, c'est vous qui embaucherez les gars du Nord dans vos industries. Tout le monde m'aurait ri au nez. Mais vous voyez le cycle de vie des territoires. Aujourd'hui, ils sont persuadés d'être les premiers de la classe, mais ça tourne. C'était le nord-est de la France au début du XXe. Après, ça a été le sud, là, entre Saint-Tropez, Nice, on va dire, Montpellier, Toulouse. Et puis, dans les années 90, c'est le tour de la côte atlantique. Mais ne croyez pas qu'on a tout compris et qu'on a gagné. Ce n'est qu'une étape dans l'histoire des territoires. Et que sans doute, le futur, il n'est pas forcément en train de se créer dans les endroits qui, aujourd'hui, ont les indicateurs les plus favorables économiquement. Parce que j'ai bien peur que la campagne, moi, où j'habite, elle soit tellement ravagée par la modernité, avec un paysage banal, d'une mocheté épouvantable, avec des gens qui sont complètement pressurisés par un système économique qui c'est surtout de la logistique, etc. Je pense que ça ira pas si bien que ça dans quelques années. Donc je pense qu'il faut être très prudent, très raisonnable et peut-être réfléchir à cette vitalité intérieure des territoires et comment on peut faire avec les gens qui vivent ici, qui aiment ce pays. Voilà.
avant de songer à vouloir attirer dans un futur des gens qui, on ne sait pas trop quoi, où. Voilà. J'ai trouvé votre conférence très passionnante et justement pour corroborer ce que vous parlez, ce que vous dites par rapport à l'aspiration à la nature, etc., des gens sur notre territoire, de la communauté de communes de l'Estuaire. Nous sommes en train de travailler le projet de territoire et il y a eu un sondage de fait auprès de la population. Et ce qui ressort, c'est que la population locale est très attachée au côté naturel des marais, des forêts, de la culture de la vigne, etc. Et donc ça nous donne aussi un angle de travail par rapport à l'aménagement de nos territoires. Donc voilà, c'est des avoirs sondés, ça nous a amené des réponses. Oui, on le voit. J'imagine aussi vous avez des guinguettes, non? Depuis le Covid, vous n'avez pas, parce que le Covid a réactualisé, on va dire, un loisir de proximité qui existait, mais qui avait disparu, en tout cas sur les bords de Loire. Il y avait traditionnellement des guinguettes et des bals du dimanche. Et on les a vus refleurir un peu curieuses. Enfin, on les a vus refleurir là. Mais c'est très intéressant, par exemple, moi j'avais vu, il y a eu un concours photo en Loire-Atlantique. Donc la Loire-Atlantique, c'est comme la Gironde, je pense que vraiment ça se ressemble. Il y a eu un concours photo. Nous sommes dans un département où il y a des bouchons, où il y a des voitures, où il y a des grues, où tout n'est que chambardement, chantier, etc. Comme j'imagine dans votre région. On a demandé aux gens de prendre des photos, exposition de photos. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont pris? Tout l'inverse. Tout l'inverse. C'est-à-dire que ce qui les fait rêver, c'est pas ce territoire du Grand Chambardement, c'est au contraire, beaucoup, ce sont des photos de la nature, des marais, le matin, calme, le soir, au coucher de soleil, enfin bon bref. Donc ça c'est vraiment... C'est pour ça que moi je dis, revenons aux besoins humains fondamentaux des populations qui vivent ici. Allons à la simplicité plutôt que d'envisager quelque chose dans un futur qui de toute façon nous échappe. Un autre point dont je n'ai pas parlé, mais j'en fais une petite parenthèse. Faites attention au nom des lieux. Aujourd'hui, depuis 15 ans, il y a un grand chambardement des territoires et un grand chambardement du nom des lieux. Faites attention à ne pas par inconscience... Vous savez, le nom participe de l'identité. Et j'ai montré dans des communes, il y a des communes nouvelles. Il y a des intercommunalités qui changent sans cesse avec des non-lieux, des noms qui sont des non-lieux. Hein. Les gens ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. En général, quand on choisit le nom d'une communauté de communes, on va appeler un cabinet extérieur qui va vous faire du branding, c'est-à-dire, vous savez, c'est le principe, on a une marque et puis on vend notre territoire comme si c'était une... Par exemple, moi, dans mon intercommunalité, il y a donc du muscadet, de la mâche et du muguet, parce que c'est les maraîchers. Ils ont voulu appeler l'intercommunalité 3M. Pour muguet, mâche et muscadet, 3M. On croirait que c'est une marque de scotch. Vous voyez? Et puis après, ils se sont dit, 3M, non, alors on va appeler ça Valodi. Alors, ils voulaient voter Valodi, puis au moment de voter, ils se sont rendus compte que, dites donc, Valodi, c'était déjà une entreprise de traitement des déchets. Donc, vous voyez où nous en sommes. Et puis, par exemple, à côté de chez moi, là, dans la région de Cholet, les Mauges, il y avait 63 communes, 7 cantons et un pays. Eh bien, le 1er janvier 2016... tout a fusionné, c'est-à-dire que les cantons sont devenus des communes nouvelles et le pays est devenu une communauté d'agglomération sans ville, puisque la plus grosse commune a 6 000 habitants. Le plus gros centre a 6 000 habitants. Donc, vous voyez le truc, tout a changé de nom d'un coup. Donc, les gens ne savaient plus trop dans quelle commune ils sont, en plus avec des noms qui n'ont pas de centre. Ça s'appelle Auray d'Anjou. Bon, Auray d'Anjou. Alors, le problème, c'est que les systèmes de géolocalisation, ils ne comprennent pas que Auray d'Anjou, c'est juste un périmètre, comme si on disait en France. Alors, Auray d'Anjou, ils le mettent sur le nouveau chef-lieu de commune. Sauf que le chef-lieu de commune, en fait, il s'appelait Chantosso. Alors maintenant, sur Google, machin, c'est marqué Auray d'Anjou. Enfin bref, tout le monde est perdu. Et alors, le plus fort là-dedans, c'est qu'en même temps, pourquoi il y a une fête millénaire qui s'appelle la Petite Angevine.
La petite Angevine, c'est une fête millénaire. Et le comité des fêtes, pareil, a fait une espèce d'opération branding. Et ils se sont dit, oh, la petite Angevine, enfin, ça fait 1000 ans que ça s'appelle comme ça. On va changer, on va être un petit peu plus moderne. Et ils ont appelé ça, vous savez comment? La Feria Made in Mauges. Alors là, les gens, ils ont fait une pétition, ils ont craqué. Mais donc, on est déjà dans un chambardement de l'espace-temps. On est dans un chambardement de l'espace-temps. On est complètement égaré mentalement. On est complètement zombie. Alors, en plus, on nous change les territoires, le nom des territoires, le nom des fêtes. Et alors, même, il y a une inversion complète du sens des mots. Par exemple, donc, je vous ai dit, nous, tous les chefs-lieux de communes, ça s'appelle des bourgs, parce que les communes sont grandes, enfin, bon. Et donc, dans le périurbain, puisque la campagne veut faire plus ville que la ville, dans le périurbain, la place du bourg, où il y a l'église et puis la mairie, on appelle ça le centre-ville. Donc, il y a des panneaux, centre-ville. Bon, on appelait ça, chez nous, on appelle ça le bourg, mais là, ça s'appelle maintenant centre-ville. Mais plus on se rapproche de Nantes, parce que la campagne veut faire plus ville que la ville, mais la ville, elle veut faire campagne. Donc, quand on se rapproche de Nantes, dans la banlieue de Nantes, des communes qui font 40, 50 000 habitants, ils ont gardé le vocabulaire de bourg. Donc, on va dire le bourg de Saint-Herblain, alors que c'est la plus grosse commune qui touche Nantes. Mais on va dire le centre-ville du Leroux-Bottrou qui a 3 000 habitants. C'est l'égarement mental complet. Donc, soyez vigilants. Parce que vous savez, la mutation culturelle commence toujours par la mutation des noms. Rappelez-vous, la Nouvelle-France, la Nouvelle-Orléans, New York et compagnie, on commence par dire nouveau machin et puis ça devient une autre modèle culturel. Donc, soyez vigilants à préserver vos noms. Si vous appelez un endroit village, il s'appelle village. S'il s'appelle bourg, il s'appelle bourg. S'il s'appelle Blaye, il s'appelle Blaye. Il ne s'appelle pas Auré de l'estuaire de la Gironde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des choses très importantes pour la santé mentale et pour notre santé mentale à tous, d'ailleurs. Ce n'est pas celle des habitants, mais c'est la nôtre aussi. Ouais, bonjour Thierry Durand, je suis verrier. Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est bien de redynamiser les villages, mais la mobilité, on voit tous les jours, c'est des bouchons, à Bordeaux, à Nantes aussi. On pense à quoi? Oui. Le Covid nous a fait expérimenter le télétravail. Donc, voilà. On va voir comment ça évolue. On va voir aussi ce que ça va donner, cette inflation du prix des transports. Je pense qu'on a eu le Covid qui nous a accéléré le télétravail. Là, je pense qu'on va être confronté à un niveau d'inflation qu'on envisage mal et qui va encore redistribuer les choses différemment. Donc, la mobilité telle qu'on l'a connue, telle qu'on la connaît encore, je pense ça va pas tenir. Donc effectivement, soit on passe au numérique, au télétravail, soit il y a des évolutions qu'on n'envisage pas encore aujourd'hui. Je ne suis pas sûre de maîtriser tout le futur. Je ne suis pas voyante. Oui, Jean-Marc Séraphin, adjoint au maire à Blaye. Oui, j'aurais une question sur les racines. Est-ce qu'on bâtit sur les racines? Parce que au niveau du Blayais, l'histoire est ancienne. C'est un pays de mélange de cultures, qui est très ancien, mais depuis, c'est vrai, des années 50, tout a été gommé. Énormément de personnes sont arrivées de l'extérieur. Quand je parle un petit peu des pays carrefour, des pays du nord et du sud, pays Cabaye, pays gascon, tout ça, bon, je ne suis pas trop... Bon, je vois bien qu'on me sourit un peu, tout ça, mais toutes les personnes âgées qui s'en vont, c'est vrai que c'est le monde qui s'en va, ils sont attachés. Alors, est-ce que ça vaut le coup de construire quelque chose, se dire, tiens, j'arrive à Blaye, ah, mais tiens, c'est le pays Blayais, comme j'arrive au Pays Basque, comme j'arrive à Nantes, je reconnais Nantes, je reconnais la Bretagne, et nous, on risque peut-être de perdre notre pays. Mais est-ce que ça vaut le coup d'essayer de garder ça? Voilà, c'est ma question que je me pose constamment. Oui. Alors ça, je ne sais pas, Ce
qui est intéressant, c'est de voir comment une partie de la jeunesse se réapproprie un héritage paysan. Et ça, ce qui est dommage, c'est que parfois, c'est le monde agricole modernisé qui est le plus hostile à la réappropriation de l'héritage paysan. Ça, vous savez, ça va être un problème majeur. C'est un problème majeur. Pourquoi ? Parce que l'appartenance, psychologiquement, l'appartenance à un groupe, la difficulté de prendre du recul par rapport à un groupe est proportionnelle au sacrifice qu'on a fait pour y rentrer. D'accord ? Donc plus vous avez fait de sacrifices pour faire partie d'un groupe, moins vous serez à même de remettre en cause cela. Et le problème des agriculteurs les plus acquis aux productivistes, c'est que les agriculteurs modernes, pour faire partie de la modernité, ils ont renié l'héritage de leur père et mère, ils ont dit à leurs enfants de partir, et puis eux-mêmes, ils se sont lourdement endettés. Ce sont des sacrifices énormes. Et du coup, on pourrait dire qu'il y a une partie des agriculteurs les plus acquis à l'idéal productiviste, à l'idéal de la modernité. Peut-être que ce sera les plus hostiles. Paradoxalement, ce sont peut-être les plus hostiles à des formes de repaysanisation, vous voyez ce que je veux dire, de retour à peut-être des formes d'agriculture de taille plus petite, plus écologique, le retour à l'idéal d'un métier d'agriculteur qui ne soit pas comme un ouvrier, voyez, voilà, avec un mode de vie associé, une façon de se relier au territoire et tout ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de difficile. Ça, c'est une première idée. La deuxième idée qui me vient quand vous dites ça, c'est que, vous savez, en ce moment, sur les territoires, là, pour les élus, on fait des diagnostics. On fait des diagnostics territoriaux. Alors, le mot diagnostic, déjà, ça fait un peu maladie, vous voyez. On fait un bilan un peu comme si vous étiez patraque. Mais souvent, les diagnostics, ils sont fondés sur une débauche de chiffres. Il y a plein de chiffres. Alors, c'est des chiffres qui datent d'il y a 5 ans, parce qu'il n'y a pas tellement de données antérieures. Il y a plein de chiffres. Mais une fois que vous avez lu le diagnostic, si vous êtes capable de comprendre quelque chose, ça n'apporte pas grand-chose en termes de connaissances. Et donc, il y a une école italienne qui s'appelle l'école territorialiste qui propose de faire maintenant des biographies territoriales. C'est-à-dire que le diagnostic, on veut dire on a besoin de chiffres quand il s'agit de jauger la station d'épuration, la taille de l'école qu'on veut construire, etc. Mais finalement, les diagnostics, ça, ce genre de diagnostic, il arrive à la fin. Par contre, d'avoir des biographies territoriales. Quelle est l'histoire de ce territoire ? Comment ce territoire, il est passé d'une société paysanne à une société moderne ? Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé à Blaye ? On s'est industrialisé ? On ne s'est pas industrialisé ? Comment est-ce qu'on est passé à l'agriculture moderne ? Est-ce qu'il y a eu des conflits, etc., etc. Et puis, comment cette modernité, elle a évolué ? Où est-ce qu'on en est ? Comment vous positionnez par rapport à la périurbanisation ? Et puis, comment vous allez évoluer maintenant ? Donc, il y a des biographies territoriales parce que, vous savez, les territoires ont de la mémoire. Il y a une mémoire anthropologique. Je vais vous raconter, vous connaissez tous l'histoire de Notre-Dame-des-Landes. Hein, cet aéroport qu'on a voulu construire au nord de Nantes et qui, au bout de 40 ans, a été... eh bien, sachez que ce secteur-là, c'est un lieu de haute lutte de la question foncière du monde paysan. C'était un endroit de métayers. Il y avait des propriétaires fonciers locaux et il y avait des métayers. Et c'est dans ces pays-là qu'on a un syndicaliste qui a écrit le paysan dans la lutte des classes, qui s'appelle Bernard Lambert, qui était un fondateur, qui a été un des fondateurs de la Confédération paysanne. Bernard Lambert dit toujours, on lui demandait pourquoi vous êtes devenu syndicaliste agricole. Il dit c'est très simple. Moi, quand j'étais enfant, mes parents étaient métayers. À la kermesse de l'école, dans les années 50, nous avons gagné le gros lot. C'était un poste de radio. Notre propriétaire, le lendemain,
est venu dans la ferme, il a confisqué le poste de radio pour pas qu'il y ait des mauvaises pensées qui s'immiscent dans le village et dans ses métayers. Vous voyez quel était le rapport, la question du foncier, de la propriété foncière pour ce monde des paysans. C'est là que 40 ans plus tard se développe le Notre-Dame-des-Landes. Il y a tout un héritage. Et on nous a vendu l'affaire comme quoi c'était des zadistes, etc. Mais bien sûr, il y a des jeunes qui sont venus à la fin là, occuper les lieux. Mais pendant... Je me souviens du président du conseil départemental de Loire-Atlantique qui me disait « Je les admire beaucoup parce que pendant peut-être 20 ans, chaque jour, il y avait 2 personnes qui étaient plantées sous un parasol, sous un parapluie, assis sur une chaise de camping. Pendant 25 ans, chaque jour, il y a des gens comme vous et moi qui étaient devant le conseil départemental en disant « Non, on ne veut pas d'aéroport, la terre est aux paysans, etc. etc. » Donc, il y a une mémoire anthropologique, ça c'est Emmanuel Todd qui le dit, on fait des calculs de l'économie comme si nous étions des êtres rationalistes, comptables, etc. Mais c'est faux, la profondeur des territoires, c'est une profondeur anthropologique et celle-là, on ne la connaît pas assez. Je me présente Jean-Michel Bélis, je suis le maire de la plus petite commune de la CCV. Pour avoir visité dernièrement l'Alsace, je trouve que cette région est un exemple par ses villages fleuris, sa vitalité, leur propreté, alors que chez nous, les touristes ou les personnes extérieures nous reprochent la vétusté de nos maisons, la banalité de nos villages et le manque de fleurs. Que faire pour s'en rapprocher et qu'en passer? Alors ça, c'est pareil, j'ai pas une solution clé en main. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a une forte, l'attachement au territoire est proportionnel à l'estime de soi que ce territoire vous apporte. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein. C'est-à-dire que plus l'attachement à un territoire, on va s'attacher à des lieux qui nous apportent une bonne estime de nous-mêmes. Je suis fière de faire partie de ce lieu. Donc par exemple, la campagne, quand elle était complètement ringarde, les gens n'osaient pas trop dire « moi je suis de la campagne » ou « j'aime la campagne » parce que ça n'apportait pas forcément une image, une estime de soi. Mais ça va changer. Ça va changer. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est probable qu'il y a une question d'identité. L'attachement au lieu, c'est l'identité et l'estime de soi. Donc si on est fier d'être alsacien, on va avoir plus de chances d'être attaché à l'Alsace et on va avoir plus de chances de participer à l'embellissement de l'Alsace, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a souvent, on dit les phénomènes identitaires de repli sur soi. On dit, oui, les phénomènes identitaires, c'est du repli sur soi. Le repli sur soi, les phénomènes identitaires, ce n'est pas un excès d'identité. C'est au contraire un déficit d'identité valorisante. C'est-à-dire que plus j'ai l'impression que mon identité est menacée, plus je vais me serrer les coudes avec ceux qui sont comme moi. Mais quand on est sur des identités valorisantes, valorisées, il y a une ouverture. Je suis fière de qui je suis, je sais qui je suis, j'en suis fière et je peux m'ouvrir aux autres. Donc je pense que la question du fleurissement, regardez, quand vous allez dans des endroits qui sont déjà beaux, sur un bord de mer, sur un bord de rivière, dans des vieux centres. En général, plus c'est beau, plus les gens fleurissent. Vous allez à l'inverse, dans des endroits qui sont parfaitement moches, parfaitement dégradés, vous vous dites, là, ça serait bien si les habitants faisaient quelque chose. Mais comme ils ont une image dégradée du lieu où ils habitent, donc une image dégradée d'eux-mêmes, alors ils participent à une forme de dégradation autodestructrice. Donc, je n'ai pas la réponse à votre question, mais vous voyez que plus les élus vont faire des choses qui valorisent une forme de beauté, c'est pour ça que la beauté revient en fait. L'ère de la modernité, elle n'aime pas la décoration, elle n'aime pas la beauté parce que ça coûte trop cher. Il faut que ce soit propre, pratique et fonctionnel. C'est moche mais c'est pratique. Vous connaissez Florence Foresti, elle dit c'est moche mais c'est pratique. Mais elle dit il faut quand même faire gaffe parce qu'avec une idée comme ça, un jour tu te réveilles, c'est la fête du moche chez toi. Et je crois que dans nos communes, c'est la fête du moche. Et donc, il faut réintégrer la question de la beauté, qui n'est pas nécessairement le bon goût, mais la beauté, c'est un équilibre entre les gens qui habitent, l'environnement, les matériaux. Revenir à la beauté. Et peut-être que le mieux à faire pour que les gens embellissent, c'est peut-être que les élus se soucient de la beauté
et que les gens soient fiers d'habiter là où ils habitent, de trouver que c'est beau. Et là, probablement qu'ils participeront à ça. Écoutez, merci à vous. merci beaucoup, il est 20h.